Celui qui chuchotait dans les ténèbres, par Howard Phillips Lovecraft. Deuxième partie. Alors, samedi 8 septembre, je reçus dans l'après-midi, croisant apparemment mon message incohérent, une lettre étrangement différente et apaisante, correctement dactylographiée sur une machine neuve. Cette lettre étonnante de réconfort et d'invitation qui devait me marquer une évolution si prodigieuse dans tout le drame cauchemardesque des collines solitaires. Une fois de plus, je cite de mémoire en m'efforçant pour certaines raisons particulières de conserver autant que possible la saveur du style. Elle était timbrée de Bellows Falls, et la signature, comme le reste, était tapée à la machine, ce qui est fréquent chez les débutants. Le texte, cependant, était remarquablement impeccable pour un travail de novice, et j'en conclus que Hackley avait dû autrefois se servir d'une machine, peut-être à l'université. Il ne serait que juste de dire le soulagement qu'elle m'apporta, même si j'en gardais au fond un certain malaise. Si Hackley était sain d'esprit dans sa terreur, l'était-il maintenant dans sa délivrance? Et cet élargissement des relations dont il parlait, qu'était-ce, au juste? Tout cela impliquait un revirement si complet de son attitude antérieure. Mais voici le contenu du texte, soigneusement transcrit grâce à une mémoire dont je suis assez fier. Townsend, Vermont, jeudi 6 septembre 1928. Mon cher Will Marv, j'ai le grand plaisir de pouvoir vous rassurer au sujet de toutes les sottises que je vous ai écrites. Je dis sottises en songeant à mes frayeurs bien plus qu'à mes descriptions de certains phénomènes. Ces phénomènes sont réels et assez importants. Mon erreur a été de prendre à leur égard une attitude anormale. Je crois vous avoir dit que mes étranges visiteurs commençaient à communiquer avec moi et s'efforçaient d'y réussir. La nuit dernière, cet échange de paroles s'est réalisé. En réponse à certains signaux, j'ai fait entrer dans la maison un messager de ceux du dehors. Un autre humain, je m'empresse de le dire. Il m'a dit beaucoup de choses que ni vous ni moi avions même soupçonnées, et m'a montré clairement combien nous avions sous-estimé et mal interprété les objectifs de ceux du dehors en maintenant sur cette planète leur colonie secrète. Il semble que les funestes légendes concernant ce qu'ils ont offert aux hommes et ce qu'ils désirent par rapport à la Terre résultent uniquement de l'interprétation erronée du langage allégorique, langage évidemment modelé par un milieu culturel et des modes de pensée totalement différents de tout ce que nous pouvons imaginer. Mes conjectures personnelles, je l'avoue franchement, manquaient d'aussi le but et les suppositions des fermiers illettrés et des Indiens sauvages. Ce que j'ai cru morbide, honteux et scandaleux était en réalité imposant, exaltant pour l'esprit, et même glorieux. Ma première évaluation n'étant qu'un aspect de l'éternelle tendance humaine à détester, craindre et repousser ce qui est radicalement différent. Je regrette à présent le mal que j'ai fait à ces étrangers incroyables au cours de nos escarmouches nocturnes. Que n'ai-je consenti dès le début à m'entretenir paisiblement et raisonnablement avec eux, mais ils ne m'en gardent pas rancune, leurs émotions étant organisées tout autrement que les nôtres. Leur malchance a été d'avoir dans le Vermont des agents humains très insuffisants, par exemple le défunt Walter Brown. Il m'a beaucoup prévenu contre eux. En fait, ils n'ont jamais nui aux hommes délibérément, mais ont été souvent cruellement lésés et espionnés par notre espèce. Il existe tout un culte secret d'hommes malfaisants. Votre érudition ésotérique vous fera comprendre pourquoi je les rattache à Astur et aux signes jaunes, dont le seul but est de les capturer et de leur nuire pour leur compte de puissances monstrueuses appartenant à d'autres dimensions. C'est contre ces agresseurs et non contre l'humanité normale que sont dirigées les mesures rigoureuses de ceux du dehors pour leur défense. À ce propos, j'ai appris que beaucoup de nos lettres perdues avaient été volées non pas par ceux du dehors, mais par les émissaires de ce culte pernicieux. Ce que souhaitent de l'homme, ceux du dehors, c'est la paix, sans tracasserie et des relations intellectuelles de plus en plus développées. Celles-ci sont absolument nécessaires maintenant que nos inventions et nos appareils étendent le champ de nos connaissances et de nos déplacements et rendent de plus en plus possible pour ceux du dehors de garder secrète la présence nécessaire de leur avant-poste sur cette planète. Les êtres étrangers veulent mieux connaître l'humanité et se faire mieux connaître de quelques éminents philosophes et scientifiques humains. Une fois cet échange établi, tous les dangers disparaîtront, et un modus vivendi satisfaisant pourra être établi. Il est ridicule d'imaginer seulement une quelconque tentative pour asservir ou dégrader l'humanité. Pour inaugurer cet élargissement des relations, ceux du dehors m'ont naturellement choisi. Ce que je sais d'eux est déjà si considérable, pour être sur la Terre leur principal interprète. J'ai beaucoup appris, la nuit dernière, les faits les plus stupéfiants qui ouvrent des perspectives infinies. D'autres me seront communiqués ultérieurement de vive voix et par écrit. Pour l'instant, je ne serai pas appelé à voyager à l'extérieur, mais je le désirerai probablement plus tard, en utilisant des moyens spéciaux qui transcendent tout ce que nous considérions jusqu'ici comme l'expérience humaine. Ma maison ne sera plus assiégée, tout redeviendra normal, et il n'y aura plus d'occupation pour les chiens.
Au lieu de la terreur, je reçus un trésor de connaissances et d'aventures intellectuelles que peu de mortels ont jamais partagées. Les êtres du dehors sont sans doute les créatures organiques les plus merveilleuses qui existent à l'intérieur ou au-delà de tout espace et du temps. Membres d'une race cosmique dont toutes les autres formes de vie ne sont que de variantes dégénérées. Ils sont plus végétaux qu'animaux, si l'on peut appliquer ces termes à la sorte de matière qui les compose, et ils ont une structure quelque peu fongoïde. Mais la présence d'une substance analogue à la chlorophylle et un système nutritif très singulier les différencie totalement des vrais champignons cormophytiques. En réalité, ils sont faits d'une manière totalement étrangère à notre région de l'espace, dont les électrons ont une vitesse de vibration différente. C'est pourquoi ils ne peuvent être photographiés sur des pellicules ou sur des plaques ordinaires de notre univers connu, bien que nos yeux puissent les voir. Toutefois, s'il a les connaissances appropriées, n'importe quel bon chimiste pourrait préparer une émulsion photographique susceptible d'enregistrer leurs images. Cette espèce est unique par sa faculté de traverser sous sa forme corporelle intacte le vide interstellaire dépourvu d'air et de chaleur. Et certaines de ces variantes n'y peuvent parvenir qu'avec une aide mécanique ou après de curieuses transpositions chirurgicales. Peu d'espèces possèdent les ailes à l'épreuve de l'éther qui caractérisent la variété du vermont. Celles qui habitent certains sommets lointains du vieux monde sont arrivées par d'autres moyens. Leur ressemblance extérieure avec la vie animale et le type de structure que nous considérons comme matérielle tient à une évolution parallèle plutôt qu'à une proche parenté. Leur capacité cérébrale dépasse celle de n'importe quelle autre forme vivante, mais les espèces ailées de notre colline sont loin d'être les plus développées. La télépathie est leur mode ordinaire de communication, bien qu'elles possèdent des organes vocaux rudimentaires qui, après une opération insignifiante, car ils pratiquent communément une chirurgie incroyablement subtile, peuvent reproduire approximativement le langage des types d'organismes qui utilisent encore ce mode d'expression. Leur principale résidence la plus proche est une planète presque obscure et non encore découverte à la limite de notre système solaire, au-delà de Neptune, et la 9e dans l'ordre des distances par rapport au Soleil. C'est, conformément à nos conclusions, ce qu'on désigne en termes ésotériques comme Yugot, dans certains récits anciens et interdits. Elle sera bientôt le théâtre d'une étrange concentration de pensées dirigées sur notre monde pour faciliter la communication mentale. Je ne serais pas surpris si les astronomes devenaient assez sensibles à ces courants de pensée pour découvrir Yugot lorsque ceux du dehors souhaiteront qu'ils le fassent. Mais Yugot, naturellement, n'est qu'une étape. La plupart de ces êtres habitent dans des abîmes étrangement organisés qui dépassent les plus extrêmes limites de l'imagination humaine. Le globule espace-temps où nous voyons la totalité de l'entité cosmique n'est qu'un atome dans l'infini véritable qui est le leur. Et de cet infini, tout ce qu'un cerveau humain peut contenir me sera un jour révélé comme il me l'a été qu'à 50 autres hommes depuis que la race humaine existe. Sans doute, Wilmarth, allez-vous d'abord considérer tout cela comme un délire, mais peu à peu vous comprendrez la formidable chance que j'ai rencontrée. Je veux que vous la partagiez autant qu'il est possible, et je dois pour cela vous apprendre quantité de choses qui ne sauraient s'exprimer sur le papier. Je vous ai jusqu'à présent déconseillé de venir me voir, maintenant que tout danger est écarté, je prends plaisir à lever cette mise en garde et à vous inviter. Pourriez-vous faire un saut ici avant de commencer votre trimestre à l'université? Ce serait absolument merveilleux si vous pouviez. Apportez l'enregistrement et toutes mes lettres comme documents à consulter. Nous en aurons besoin pour reconstituer toute cette formidable histoire. Vous pourriez apporter aussi des photographies, car dans toute l'agitation de ces derniers jours, je crois avoir égaré les négatifs et mes propres tirages. Mais quel trésor de faits que j'ai ajouté à ce matériel incertain et provisoire, et quelle machine stupéfiante j'ai maintenant pour le compléter. N'hésitez pas, je suis libre à présent de toute surveillance et vous ne rencontrerez rien d'anormal ou d'alarmant. Venez tout simplement et ma voiture vous attendra à la gare de Brattleboro. Préparez-vous à rester aussi longtemps que vous pourrez, et attendez-vous à de longues soirées de discussion sur des sujets qui passent toute conjecture humaine. N'en parlez à personne, bien entendu, car cette affaire ne doit pas se répandre dans n'importe quel public. Les trains pour Brattleboro sont assez commodes. Vous trouverez un indicateur à Boston. Prenez le B&M jusqu'à Greenfield, où vous changerez pour le bref trajet qui restera à faire. Je vous suggère de prendre à Boston le train pratique de 16h10. Il est à Greenfield à 19h35 et un autre qui part à 21h19 pour être à Brattleboro à 22h01. Indiquez-moi la date et ma voiture sera à votre disposition à la gare. Excusez cette lettre dactylographiée, mais comme vous le savez, mon écriture est de plus en plus tremblée et je ne me sens plus le courage d'écrire des pages et des pages. J'ai acheté hier à Brattleboro cette Corona neuve qui me semble marcher fort bien. En attendant, un mot en espérant vous voir bientôt avec l'enregistrement et toutes mes lettres ainsi que les photos. Bien à vous, Henry W. Ackley. Je ne saurais décrire la complexité de mes émotions puis de mes réflexions à la lecture et la relecture de cette
lettre étrange et inattendue. J'ai déjà dit que je me sentis à la fois soulagé et mal à l'aise, mais cela n'exprime que grossièrement les harmonies de sentiments divers et une grande partie du subconscient qui comprenait le soulagement comme le malaise. D'abord, ce texte était en désaccord si radical avec toute la série d'horreurs qui l'avait précédé, le changement de ton, de la terreur panique à une tranquille satisfaction, et même à la jubilation, était tellement imprévisible, foudroyant et total. J'avais peine à croire qu'un seul jour put ainsi transformer la perspective psychologique de celui qui avait écrit le dernier message désespéré du mercredi, quelles qu'aient pu être les révélations rassurantes que ce jour ait apportées. À certains moments, tel était mon sentiment d'irréalité contradictoire que je me demandais si tout ce drame de force fantastique froidement exposé n'était pas une sorte de rêve trompeur, né surtout de son propre esprit. Puis je songeais au cylindre de phonographe et m'abandonnais à un désarroi plus grand encore. La lettre était si différente de tout ce qu'on avait pu attendre. Analysant mon impression, j'y discernais deux phases distinctes. Premièrement, en admettant que Hackley eût toujours été et fut encore sain d'esprit. Le changement de situation en lui-même, si rapide, était inconcevable. Et deuxièmement, l'évolution d'Hackley dans son propre comportement. Son attitude, son langage, dépassaient infiniment le normal et le prévisible. Toute sa personnalité paraissait avoir subi une mutation insidieuse, si profonde qu'on ne pouvait guère concilier ces deux aspects avec l'hypothèse qu'ils représentaient le même équilibre mental. Le choix des mots, l'orthographe, tout était imperceptiblement différent. Ma sensibilité universitaire à la prose me faisait déceler des significatives divergences avec ses réactions les plus courantes et le rythme de ses réponses. Assurément, la révélation ou le bouleversement émotionnel qui avait produit un revirement aussi radical devait être extraordinaire. Sur un autre plan, cependant, la lettre était bien caractéristique d'Hackley. Sa vieille passion de l'infini est toujours la curiosité du savant. Je ne pouvais pas un instant, ou plus d'un instant, croire à un fou ou à une substitution malveillante. L'invitation, l'empressement à me faire vérifier en personne la vérité du message ne prouvait-elle pas son authenticité ? Je ne me couchais pas le samedi soir, mais passais la nuit à méditer sur les ombres et les merveilles qu'on me faisait entrevoir. Mon esprit fatigué par la succession rapide de conceptions monstrueuses qu'il avait dû affronter depuis 4 mois aborda ce nouveau sujet surprenant avec une alternance de doute et d'adhésion qui rappelait la plupart de mes expériences en face des premiers prodiges, longtemps avant l'aube. Une curiosité et un intérêt passionné commencèrent à remplacer la première tourmente de perplexité et de malaise. Fou ou saint d'esprit, métamorphosé ou simplement soulagé, il y avait de fortes chances pour que Hackley ait vraiment découvert dans ses périlleuses recherches un stupéfiant changement de perspective, un changement qui à la fois réduisait le danger, réel ou imaginaire, et ouvrait de nouveaux horizons vertigineux de savoir cosmique et surhumain. Ma propre ardeur pour l'inconnu s'embrasa pour rejoindre la sienne, et je me sentis atteint par la contagion de ce désir maladif de rompre les barrières. S'affranchir des exaspérantes et épuisantes limitations du temps, de l'espace et de la loi naturelle, être relié à l'immense ailleurs, approcher les secrets nocturnes et insondables de l'infini et du fondamental. Voilà qui valait de risquer sa vie, son âme et sa raison. Or, Hackley me disait qu'il n'y avait plus aucun danger. Il m'invitait à lui rendre visite au lieu de m'en dissuader comme avant. Je brûlais de savoir ce qu'il pouvait avoir à me dire, et il y avait une fascination presque paralysante à envisager le séjour de cette ferme solitaire hier encore assiégée, près d'un homme qui s'était entretenu avec de véritables émissaires de l'autre monde, sans oublier le terrible enregistrement et la pile de lettres où il résumait ses précédentes conclusions. Le dimanche matin, je télégraphiais donc à Hackley, et je le retrouvais à Brattleboro le mercredi suivant, 12 septembre, si cette date lui convenait. Je m'écartais sur un seul point de ses suggestions, en choisissant l'heure du train. Je n'avais vraiment pas envie d'arriver tard le soir dans cette région hantée du Vermont. En conséquence, au lieu du train qu'il proposait, je trouvais une solution en téléphonant à la gare. En me levant de bonne heure pour prendre le 8h07 du train de Boston, je pourrais attraper celui de 9h25 pour Greenfield, où j'arriverais à 12h22, ce qui m'assurait la correspondance pour Brattleboro, où je serais à 13h08. Une heure beaucoup plus agréable que 22h01 pour retrouver Hackley et pénétrer avec lui au cœur de ces collines denses et mystérieuses. Je précisai ce choix dans mon télégramme et je fus heureux d'apprendre par la réponse dans la soirée qu'il avait l'approbation de mon futur hôte. Horaire satisfaisant. Serait train 13h08 mercredi. N'oubliez pas enregistrement, lettres et photos. Gardez destination secrète. Prévoyez grande révélation. Hackley. Cette réponse immédiate au message que j'avais envoyé à Hackley et qui avait dû parvenir chez lui de la poste de Townsend, soit par porteur, soit par un téléphone enfin rétabli, dissipa les derniers doutes subconscients que j'avais pu conserver sur l'origine de la lettre déroutante. J'éprouvais un très vif soulagement, plus vif en fait que je n'aurais dû le ressentir alors que, puisque les soupçons étaient profondément étouffés.
Quoi qu'il en soit, je dormis fort bien toute la nuit et consacrai les 2 jours suivants à de fiévreux préparatifs. Le mercredi, je partis comme convenu, emportant une valise pleine des effets indispensables et des documents scientifiques, y compris l'abominable enregistrement, les photographies et les dossiers complets des lettres d'Ackley. Comme il l'avait demandé, je n'informais personne de ma destination car il était clair que cette affaire réclamait la plus extrême discrétion, même en admettant que tout se passe au mieux. L'idée d'un rapport mental réel avec des entités étrangères du dehors était bien assez stupéfiante pour mon esprit déjà formé et quelque peu préparé. Cela étant, quel effet pourrait-elle produire sur le vaste public des non-initiés? Je ne sais si la crainte ou l'excitation de l'aventure l'emportait en moi lorsque je changeai de train à Boston et commençai le long trajet vers l'ouest, loin des terres familières, pour en aborder d'autres qui me l'étaient beaucoup moins. Waltham, Concorde, Ayer, Fitchburg, Gardner, Atoll. Nous avions 7 minutes de retard en arrivant à Greenfield, mais l'express qui assurait la correspondance vers le nord avait attendu. Je changeai en hâte et je me sentis curieusement oppressé, tandis que, sous un soleil de début d'après-midi, le train traversait une contrée que je connaissais depuis toujours par mes lectures, mais sans l'avoir jamais visitée. Je savais que je pénétrais dans une Nouvelle-Angleterre d'autrefois, plus primitive que les régions industrielles et urbanisées du Sud, et de la côte où j'avais passé toute ma vie. Une Nouvelle-Angleterre ancestrale, intacte, sans les étrangers et les cheminées d'usines, les panneaux publicitaires et les routes bétonnées des zones modernisées. Il devait y avoir là d'étranges survivances de cette existence traditionnelle dont les racines profondes faisaient le seul fruit véritable du paysage. Cette tradition qui garde vivant de singuliers souvenirs du passé et prépare le terrain aux croyances obscures, prodigieuses et secrètes. Je voyais de temps à autre luire au soleil les eaux bleues du Connecticut que nous franchîmes au-delà de Northfield. Plus loin surgirent les vertes et mystérieuses collines, et quand le chef de train passa, j'appris que j'étais enfin dans le Vermont. Il me recommanda de retarder ma montre d'1 heure car les gens des collines du Nord ne veulent rien savoir des nouveautés de l'heure d'été. Il me sembla, ce faisant, remonter d'1 siècle dans le calendrier. Le train longeait la rivière et je voyais sur l'autre rive, dans le New Hampshire, approcher le versant abrupt du Wantastiquet, autour duquel circulent de curieuses vieilles légendes. Puis des rues apparurent à ma gauche et à ma droite, une île verdoyante dans le fleuve. Les voyageurs se levèrent, se dirigeant vers la portière, et je les suivis. Le train s'arrêta et je descendis sur le quai de la gare de Brattleboro. Parcourant du regard la file de voitures en stationnement, j'hésitai un instant à la recherche de ce qui pourrait être la Ford d'Ackley, mais on m'identifia avant que j'aie pu prendre l'initiative. Pourtant, ce n'était certainement pas Ackley qui s'avançait à ma rencontre, la main tendue et me demandait si aimablement si j'étais bien M. Albert N. Wilmar d'Arkham. Cet homme ne ressemblait en rien à Ackley, barbu et grisonnant de la photographie. Il était plus jeune et plus citadin, élégamment vêtu, et ne portait qu'une petite moustache noire. Sa voix cultivée me donna le sentiment bizarre et presque inquiétant d'une vague familiarité, bien qu'il me fût impossible de le situer dans ma mémoire. Tandis que je l'examinais, je l'entendis m'expliquer qu'il était un ami de mon hôte futur, venu de Townshend à sa place. Ackley avait eu, dit-il, une crise soudaine d'asthme et ne se sentait pas en état de faire une sortie au grand air. Mais ce n'était pas grave et ne changeait rien au projet de mon séjour. Je ne pus deviner sur le moment dans quelle mesure ce monsieur Noyes, c'est ainsi qu'il se présenta, était au courant des recherches et des découvertes d'Ackley, bien que son attitude désinvolte me parût bien celle d'un profane. Je fus un peu surpris qu'un ermite tel qu'Ackley ait ainsi à sa disposition ce genre d'amis. Malgré ma perplexité, je montai pourtant dans la voiture qu'il me désignait. Elle n'était pas petite et vieille comme je m'y attendais d'après les lettres, mais grande, impeccable et d'un modèle récent. Apparemment, c'était celle de Noyes, portant les plaques d'immatriculation du Massachusetts avec l'amusante morue sacrée, emblème de l'année. Mon guide, me dis-je, devait être un estivant dans la région de Townshend. Noyes monta près de moi et démarra aussitôt. Je fus heureux qu'il ne se montre pas bavard car je ne sais quelle tension dans l'atmosphère m'ôtait toute envie de parler. La ville paraissait très agréable en cet après-midi ensoleillé tandis que nous montions une côte et tournions à droite dans la rue principale. Elle somnolait comme ces vieilles cités de Nouvelle-Angleterre qu'on se rappelle depuis l'enfance. Et quelque chose dans la disposition des toits, des clochers, des cheminées et des murs de briques composait des courbes qui touchaient profondément les cordes sensibles d'un ancestrale émotion. Je me sentais au seuil d'une région à demi ensorcelée par l'accumulation des durées ininterrompues,
une région où de vieilles choses étranges avaient pu se développer et demeuraient parce que on ne les avait jamais troublées. Lorsque nous sortîmes de Brattleboro, mon impression de gêne et d'appréhension augmenta, car ce pays accidenté avec ses versants de granit et sa verdure imposant et étouffant, pleine de menaces, suggérait d'obscurs secrets et des survivances immémoriales, qui pouvaient être ou non hostiles à l'humanité. Pendant quelque temps, nous suivîmes une rivière large et peu profonde qui descendait des collines inconnues du nord, et je frémis quand mon compagnon apprit que c'était la West River. C'était dans ces eaux, avais-je lu, qu'on avait vu flotter un de ces êtres monstrueux en forme de crabe après les inondations. Peu à peu autour de la campagne devenait plus sauvage et plus déserte. D'archaïques ponts couverts survivaient effroyablement comme s'ils surgissaient du passé dans les plis des collines, et la voie ferrée à demi abandonnée au bord de la rivière semblait exhaler telle une brume, une désolation visible. Il y avait d'impressionnantes étendues, de vallées éclatantes, d'où se dressaient de hautes falaises où le granit intact de Nouvelle-Angleterre apparaissait gris et austère à travers la verdure qui escaladait les sommets. Au fond des gorges bondissaient des ruisseaux impétueux qui portaient jusqu'à la rivière les secrets insoupçonnés de 1000 pics vierges. De temps à autre partaient de la route des chemins étroits à demi dissimulés qui s'enfonçaient dans l'épaisseur dense et luxuriante de la forêt, dont les arbres antiques pouvaient bien réceler des armées entières d'esprits élémentaires. En les voyant, je ne m'étonnais plus que Hackley ait été attaqué par des êtres invisibles pendant ses trajets le long de cette route. Le pittoresque et beau village de Newfane, où nous arrivâmes en moins d'une heure, fut notre dernier lien avec ce monde que l'homme peut avec certitude dire sien en vertu de sa conquête et de son occupation exclusive. Après cela fut rejetée toute allégeance à ce qui est proche, tangible, sujet au temps. Nous entrions dans un monde fantastique de sourde irréalité où les trois rubans de la route montaient, descendaient, s'infléchissaient par un caprice presque conscient et délibéré parmi les vertes cimes inhabitées et les vallées à demi abandonnées. À part le bruit du moteur et le faible mouvement de quelques fermes isolées dépassées ici et là, l'unique son qui frappait mes oreilles était le ruissellement gargouillant et insidieux des eaux étranges, d'innombrables sources cachées dans les bois ombreux. La proximité et l'intimité de ces collines naines et arrondies devenaient véritablement étouffantes. Elles étaient encore plus raides et escarpées que je ne l'avais imaginé par ouï dire, et ne suggéraient rien de commun avec le monde prosaïquement objectif que nous connaissons. Les bois touffus, désertés de ces pentes inaccessibles semblaient abriter des êtres étrangers inimaginables, et je sentis que le profil même des collines avait quelque bizarre signification perdue dans la nuit des temps, comme si c'étaient d'immenses hiéroglyphes laissés par une race de titans légendaires, dont les splendeurs ne vivaient plus que dans des rêves rares et profonds. Tous les contes du passé, avec toutes les imputations stupéfiantes des lettres d'Hackley et de ses pièces à conviction, remontèrent à ma mémoire pour aggraver l'atmosphère tendue et la menace grandissante. Le but de ma visite et les effroyables anomalies qui ne m'attendaient me frappèrent tout à coup en un frisson glacé qui vint presque à bout de mon ardeur pour les recherches insolites. Mon guide avait dû remarquer mon trouble, car à mesure que la route devenait plus sauvage et plus accidentée, notre avance plus lente et plus chaotante, les commentaires aimables qu'il faisait par moments se développèrent en une conversation plus suivie. Il parla de la beauté, de l'étrangeté du pays, et montra qu'il était au courant des études folkloriques de mon hôte. Ces questions courtoises prouvaient qu'il savait ma visite, motivée par un intérêt scientifique et par l'apport de documents d'une certaine importance, mais il ne semblait pas mesurer jusqu'à quelle profondeur terrifiante Hackley avait poussé son savoir. Son attitude était si enjouée, correcte et normale que ces remarques auraient dû me calmer et me rassurer. Or curieusement, je n'en étais que plus inquiet, tandis que nous progressions de chaos en virage dans cet inconnu sauvage de collines et de bois. J'avais parfois l'impression qu'il me sondait pour voir ce que je connaissais des monstrueux secrets de la région, et chaque nouvelle phrase confirmait dans sa voix cette familiarité vague, irritante et déconcertante. Familiarité ni quelconque, ni saine, bien que la voix fût cultivée et de bonne aloi. Je la rattachais en quelque sorte à des cauchemars oubliés, et il me semblait que je deviendrais fou si je la reconnaissais. Il aurait suffi, je crois, d'une excuse valable pour que je renonce à ma visite. Et ce n'était guère possible en l'occurrence, et il me vint l'idée qu'un entretien scientifique détendu avec Hackley lui-même dès mon arrivée contribuerait beaucoup à me rendre mon sang-froid.
Il y avait d'ailleurs une beauté cosmique étrangement apaisante dans le paysage hypnotique où nous grimpions et plongions fabuleusement. Le temps s'était égaré dans les labyrinthes laissés en arrière et ne s'étendait autour de nous que les vagues en fleurs de la féerie et le charme retrouvé des siècles disparus. Bosquets vénérables, fraîches prairies bordées et fleurs automnales aux couleurs éclatantes, et de loin en loin petites fermes brunes nichées parmi des arbres énormes aux pieds d'apics verticaux couverts d'églantiers odorants et d'herbes des prés. Le soleil même prenait un éclat prodigieux, comme si tout le pays baignait dans une atmosphère ou une exhalaison tout à fait exceptionnelle. Je n'avais encore rien vu de pareil, sauf dans les perspectives magiques qui forment parfois l'arrière-plan des primitifs Italiens, Sodoma et Léonard, ont conçu de ces étendues. Mais seulement dans le lointain et à travers les cintres d'arcades Renaissance. Nous creusions notre chemin en chair et en os au cœur même du tableau, et il me semblait trouver dans sa nécromancie un savoir ou un héritage inné que j'avais toujours cherché en vain. Soudain, après un tournant à angle obtus au sommet d'une côte raide, la voiture s'arrêta. Sur ma gauche, au-delà d'une pelouse bien entretenue qui allait jusqu'à la route en déployant une bordure de pierre blanchie à la chaux, s'élevait une maison blanche de 2 étages et demi, d'une taille et d'une élégance peu communes dans la région, avec un ensemble d'étables et de remises contiguës ou reliées par des arcades et une éolienne à l'arrière sur la droite. Je la reconnus immédiatement, telle que je l'avais vue sur la photographie, et je ne fus pas surpris de lire le nom d'Henry Ackley sur la boîte aux lettres en fer galvanisé près de la route. À quelque distance en arrière, la maison s'étendait à un terrain plat, au sol marécageux, planté d'arbres clairsemés, et au-delà se dressait une colline abrupte couverte d'épaisses forêts se terminant en une crête déchiquetée. C'était le sommet de la montagne noire, dont nous avions déjà dû gravir la moitié. Noyes descendit de la voiture, ma valise à la main, et me pria d'attendre un instant tandis qu'il allait prévenir Ackley de mon arrivée. Lui-même, ajouta-t-il, ne pouvait rester qu'un moment, une affaire importante, l'appelant ailleurs. Pendant qu'il remontait d'un pas rapide l'allée qui menait à la maison, je sortis à mon tour de l'auto, souhaitant me dégourdir un peu les jambes avant de m'installer pour une longue conversation. Ma tension nerveuse était de nouveau à son comble maintenant que je me trouvais sur le théâtre même du siège décrit de façon si impressionnante dans les lettres d'Ackley, et j'appréhendais franchement les discussions qui allaient me lier à ces mondes interdits du dehors. Le contact avec l'étrangeté radicale est souvent plus terrifiant qu'exaltant, et ce n'était pas un réconfort de songer que sur ce bout de route poussiéreuse, on avait trouvé ces monstrueuses traces et ce fluide vert nauséabond après des nuits sans lune de peur et de mort. Je notai en passant qu'il n'y avait aucun chien nulle part. Ackley les avait-il vendus aussitôt que ceux du dehors avaient fait la paix avec lui. Malgré mes efforts, je ne pouvais avoir dans le sérieux et la sincérité de cette paix la confiance qu'il exprimait dans sa dernière lettre, si curieusement différente des autres. Après tout, c'était un homme d'une grande crédulité et qui avait peu d'expérience du monde. La nouvelle alliance ne cachait-elle pas de sinistres intérêts sous-jacents? Suivant mes pensées, mes yeux se tournèrent vers le sol poudreux de la route qui avait porté tant de preuves hideuses. Il n'avait pas plu les jours précédents et des traces de toutes sortes encombraient la chaussée inégale, creusée d'ornières, bien que la région fût peu fréquentée. Une vague curiosité me fit suivre le contour de certaines de ces marques disparates, tout en essayant de contenir les impulsions d'imagination macabre qu'inspirait le lieu et ce qu'il rappelait. Il planait une sourde menace dans cette tranquillité funèbre, le murmure étouffé des ruisseaux au loin, la densité des sommets verts et des apics au bois noir qui bouchaient l'horizon étroit. Soudain jaillit dans ma conscience une image qui rendait anodin et insignifiant les vagues menaces et les mouvements de l'imagination. J'ai dit que j'observais machinalement les empreintes mêlées sur la route, mais tout à coup ma curiosité fut brutalement douchée par une vague de terreur paralysante. Car dans la poussière, au milieu de ces traces généralement confuses et superposées, qui n'auraient pas dû arrêter un regard superficiel, mon œil inquiet avait décelé près de l'endroit où l'allée qui menait à la maison rejoignait la route, certains détails dont je reconnus sans aucun doute ni espoir possible l'abominable signification. Hélas, je n'avais pas en vain étudié pendant des heures les clichés pris par Ackley, des empreintes de pince de ceux du dehors. Je connaissais trop ces détestables traces et leurs orientations ambiguës, caractéristiques d'horreur qui n'appartenaient pas à notre planète. Je n'avais aucune chance de m'être trompé.
Là, concrètement devant mes yeux et datant de quelques heures à peine, 3 marques au moins se détachaient comme un blasphème parmi la surprenante surabondance de pas qui allaient chez Hackley et en revenaient. C'étaient les empreintes infernales des êtres fongoïdes venus de Yugoth. Je me repris à temps pour réprimer un cri. Au fond, ne devais-je pas m'attendre à cela, si j'avais vraiment ajouté foi aux lettres d'Hackley? Il venait, disait-il, de faire la paix avec les monstres. Pourquoi serait-il surprenant que quelques-uns d'entre eux soient venus chez lui? Mais la terreur était plus forte que tout réconfort. Quel homme pourrait voir sans émoi les premières marques de pinces d'êtres vivants venus des profondeurs extrêmes de l'espace? Au même instant, je vis Noy sortir de la maison et approcher d'un pas vif. Il me fallait, me dis-je, garder mon sang-froid, car il était possible que l'aimable ami ignorât toutes des investigations les plus approfondies et les plus prodigieuses d'Hackley dans l'interdit. Noyes s'empressa de m'informer que Hackley était heureux de me voir et m'attendait. Sa crise d'asthme l'empêcherait néanmoins pendant un jour ou deux d'être un hôte digne de ce nom. Ces crises l'éprouvaient durement et s'accompagnaient toujours d'une fièvre débilitante et de faiblesse générale. Tandis qu'elle durait, il n'était guère bon à grand-chose, ne pouvant parler qu'à voix basse et, très maladroit, se déplaçait avec difficulté. Ses pieds et ses chevilles enflaient de sorte qu'il lui fallait les bander comme un vieux goutteux. Il semblait aujourd'hui en si mauvais état que je devrais moi-même pourvoir à ses besoins, mais il n'en était pas moins impatient de converser avec moi. Je le trouverais dans le bureau à gauche du vestibule, la pièce au store baissée. Il ne supportait pas la lumière du soleil lorsqu'il était malade, car il avait les yeux très sensibles. Noyes me fit ses adieux et tandis qu'il partait dans sa voiture en direction du nord, je me dirigeai lentement vers la maison. La porte avait été laissée entr'ouverte à mon attention, mais avant d'entrer, je regardais attentivement autour de moi, essayant de comprendre l'inexplicable bizarrerie qui m'avait tant frappé. Les tables et remises semblaient bien tenues et banales à souhait, et je remarquai la vieille Ford d'Hackley dans son vaste hangar non clos. Alors le secret de cette étrangeté m'apparut. C'était le silence. Un silence total. D'habitude, une ferme est relativement animée par la présence de toutes sortes d'animaux, mais ici, pas le moindre signe de vie. Où étaient donc les poules et les porcs? Les vaches dont il m'avait parlé pouvant être aux champs et les chiens vendus, mais l'absence de caquettement ou de grognement paraissait vraiment singulière. Sans m'attarder dans l'allée, je poussai résolument la porte de la maison et la refermai derrière moi. Il m'avait fallu pour ce faire un gros effort psychologique, et une fois à l'intérieur, j'eus l'envie passagère de battre en retraite. Non pas que l'endroit eût un aspect sinistre, au contraire, je trouvais bien conçu et de très bon goût le charmant vestibule de style colonial tardif, et j'admirais l'évident savoir-vivre de celui qui l'avait peuplé. Mon envie de fuir venait d'une impression très floue et indéfinissable, peut-être une curieuse odeur qui me semblait avoir perçue. Je savais bien, pourtant, combien les odeurs de moisis sont courantes dans les vieilles fermes, les mieux tenues. Refusant de m'abandonner à ces troubles alarmes, je me rappelai les instructions de Noyes et ouvris à ma gauche la porte blanche à 6 panneaux et loquets de cuivre. La pièce était sombre ainsi qu'on en avait averti, et je remarquai en entrant que la curieuse odeur y était plus forte. Il semblait y avoir aussi dans l'air comme un rythme ou une vibration faible, peut-être imaginaire. Les stores baissés m'empêchèrent d'abord de rien distinguer, puis une sorte de toussotement d'excuse ou un soupir attira mon attention sur un grand fauteuil dans le coin le plus éloigné et le plus obscur. J'aperçus dans ces profondeurs ombreuses les taches blanches d'un visage et de mains d'homme. Je me hâtai d'aller vers la silhouette qui avait essayé de parler, et dans la pénombre, je vis que c'était bien mon hôte. J'avais maintes fois examiné sa photographie et l'on ne pouvait se tromper sur ce visage ferme, hâlé, et sa courte barbe grise. Mais tout en le reconnaissant, j'éprouvais à le regarder beaucoup de tristesse et d'inquiétude, car à n'en pas douter, ce visage était celui d'un grand malade. Je devinais autre chose que de l'asthme derrière l'expression tendue, rigide, immobile, et les yeux vitreux au regard fixe, sans un battement de paupières. Et je compris que son effroyable aventure avait dû l'affecter terriblement. N'y avait-il pas de quoi briser n'importe quel être humain, même plus jeune, que cet intrépide chercheur de secrets interdits? Son étrange et soudaine délivrance était venue trop tard, je le craignais, pour le sauver d'une grave dépression. Je trouvais quelque chose de pitoyable dans l'abandon de ses mains maigres qui reposaient inertes sur ses genoux. Il portait une robe de chambre très large et une écharpe ou un capuchon jaune vif s'enroulait autour de sa tête et de son cou. Je m'aperçus qu'il essayait de parler comme il m'avait accueilli de cette espèce de chuchotement ou de toux sèche. Ce murmure fut d'abord difficile à saisir, d'autant que la moustache grise dissimulait le mouvement des lèvres, et je ne sais quoi dans le timbre de la voix me troublait énormément.
En concentrant mon attention, je réussis pourtant à le comprendre étonnamment bien. Son accent n'avait rien de paysan et son langage était encore plus raffiné que ses lettres ne le laissaient espérer. Monsieur Wilmart, sans doute. Excusez-moi de rester assis. Je suis vraiment malade, ainsi que Monsieur Noyes a dû vous le dire, et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous recevoir, comme il l'était prévu. Vous vous rappelez ce que j'écrivais dans ma dernière lettre, et il y a tellement à dire encore. Demain, quand je serai mieux, je ne saurais exprimer le plaisir que j'ai à vous voir, en personne, après toute cette correspondance. Vous avez apporté le dossier, naturellement, et les photographies, et l'enregistrement. Noyes a posé votre valise dans le vestibule. Vous avez dû la voir. Pour ce soir, je crains qu'il ne vous faille surtout vous servir vous-même. Votre chambre est au premier étage, juste au-dessus de cette pièce, et vous trouverez la porte de la salle de bain ouverte en haut de l'escalier. Un repas vous attend dans la salle à manger, derrière cette porte à votre droite. Vous le prendrez quand il vous plaira. Je vous recevrai mieux demain. Pour l'instant, je suis trop faible pour bouger. Faites comme chez vous. Vous pourriez sortir les lettres, les photos et l'enregistrement et les poser sur cette table avant de monter avec votre bagage. C'est ici que nous en discuterons. Vous voyez mon photographe sur cette table de coin. Non, merci, vous ne pouvez rien faire pour moi. Je connais depuis longtemps ces crises. Revenez seulement me rendre une petite visite tranquille avant la nuit, puis vous irez dormir quand vous voudrez. Je vais me reposer ici. Peut-être y passerai-je toute la nuit, comme je le fais souvent. Demain matin, je serai beaucoup plus à même de traiter avec vous de tout ce que nous devons examiner. Vous comprenez bien sûr l'importance capitale de ce qui nous attend. Pour nous, comme pour de rares hommes sur cette terre, vont s'ouvrir les abîmes du temps et de l'espace, un savoir qui transcende toutes les conceptions de la science et de la philosophie humaine. Saviez-vous qu'Einstein s'était trompé et que certains objets, certaines forces peuvent se déplacer plus vite que la lumière? Avec l'aide qui convient, je compte remonter et devancer le temps, voir et toucher réellement la Terre du passé lointain et des époques à venir. Vous ne sauriez imaginer à quel sommet ces êtres ont porté la science. Il n'est rien qui ne puisse faire de l'esprit et du corps des organismes vivants. Je compte visiter d'autres planètes et même d'autres étoiles et d'autres galaxies. Le premier voyage sera sur Yugot, le monde le plus proche qu'il peuple entièrement. D'un étrange globe obscur, à l'extrême limite de notre système solaire, encore inconnu des astronomes terriens. Mais j'ai dû vous écrire à ce sujet. Le moment venu, voyez-vous, ces êtres dirigeront sur nous des courants de pensée pour nous faire découvrir leur planète, à moins qu'ils n'autorisent un de leurs alliés humains à le suggérer aux savants. Il y a de puissantes cités sur Yugot, d'immenses rangées de tours en terrasse, bâties en pierre noire comme le spécimen que j'ai essayé de vous envoyer. Cela venait de Yugot. Le soleil n'y brille pas plus d'une étoile, mais ces êtres n'ont pas besoin de lumière. Ils possèdent d'autres sens plus subtils et ils ne font pas de fenêtres à leur grande maison ni à leur temple. En fait, la lumière les blesse, les gêne et les désoriente, car elle n'existe pas du tout dans le noir cosmos par-delà l'espace et le temps d'où ils sont originaires. Visiter Yugot rendrait fou n'importe quel faible humain, pourtant je vais y aller. Les sombres rivières de bois qui coulent sous les mystérieux ponts cyclopéens construits par une antique race éteinte et oubliée avant que ces êtres arrivent sur Yugot depuis les confins du vide, suffiraient à faire de n'importe quel homme un Dante ou un Poe, si toutefois il conservait sa raison assez longtemps pour raconter ce qu'il avait vu. Mais ne l'oubliez pas, ce monde ténébreux de jardins fongoïdes et de villes sans fenêtres n'est pas si terrible en réalité. C'est à nous seulement qu'il apparaît ainsi. Il sembla probablement aussi effrayant quand ils l'explorèrent pour la première fois au temps primitif. Sachez qu'ils y sont parvenus longtemps avant la fin de la fabuleuse époque de Cthulhu, et qu'ils se rappellent tous de Relié, la cité engloutie lorsqu'elle était au-dessus des eaux. Ils ont vécu aussi à l'intérieur de la terre. Il existe des ouvertures dont les hommes ne savent rien, certaines dans ces collines même du Vermont, et du vaste monde de vie insoupçonné dans ses profondeurs. Kanian à la lumière bleue, Yot la lumière rouge, et le noir Enkai, où la lumière est inconnue. C'est de Enkai qu'est venu le redoutable Tsatogwa. Vous savez, l'informe créature divine semblable au crapaud dont il est question dans le manuscrit narcotique, le Necronomicon, et le cycle mythique Comorium.
sauvegardé par le grand prêtre d'Atlantis, Clark Ashton. Mais nous parlerons de tout cela plus tard. Il doit être maintenant 4 ou 5 heures. Apportez donc ce qu'il y a dans vos bagages, mangez un morceau, et puis revenez bavarder à loisir. Lentement, je me retirai pour suivre les instructions de mon hôte. J'allais chercher ma valise, retirer et déposer les objets demandés, et monter enfin dans la chambre qu'on m'avait attribuée. Gardant à l'esprit le souvenir des traces de pinces au bord de la route, j'avais été singulièrement impressionné par les propos chuchotés d'Ackley et l'évocation toute proche de ce monde inconnu de vie fongoïde, Yugot l'interdit, me donnait la chair de poule, plus que je ne voulais l'avouer. J'étais extrêmement peiné de la maladie d'Ackley, mais il fallait reconnaître que son rauque chuchotement faisait autant horreur que pitié. Si au moins, il ne s'était pas ainsi complu dans ce Yugot et ses ténébreux secrets. Ma chambre était très agréable et bien meublée, exempte aussi d'odeurs de moisie et de déplaisantes vibrations. J'y laissai ma valise et redescendis pour rejoindre Ackley et prendre le repas qu'il m'avait proposé. La salle à manger était à côté du bureau et je vis qu'elle se prolongeait par une cuisine en L dans la même direction. Sur la table m'attendait un large assortiment de sandwichs, gâteaux, fromage et une bouteille thermos près d'une tasse avec sa soucoupe témoignait qu'on n'avait pas oublié le café chaud. Après avoir mangé de bon appétit, je m'en versai une pleine tasse, mais j'y découvris la seule fausse note du repas. La première gorgée avait une saveur âcre, assez désagréable, et je n'en bus pas davantage. Ne pouvant oublier Ackley assis en silence sur son grand fauteuil dans la pénombre de la pièce voisine, j'étais allé le prier de partager ma collation, mais il chuchota qu'il ne pouvait encore rien manger. Plus tard, juste avant de dormir, il prendrait un peu de lait maltais, tout ce à quoi il avait droit ce jour-là. Quand j'eus fini, j'ai insisté pour débarrasser la table et faire la vaisselle dans l'évier de la cuisine, y jetant entre parenthèses le café que je n'avais pas pu boire. Puis je retournai dans le bureau obscur, tirai un siège près de mon hôte et attendis qu'il entame la conversation comme il lui plairait. Lettres, photos et enregistrements étaient toujours là sur la grande table centrale, mais en la circonstance, nous n'en eûmes pas besoin. J'oubliais bientôt l'odeur bizarre et la curieuse impression de vibration. J'ai dit que les lettres d'Ackley, surtout la deuxième et la plus longue, contenaient des passages que je n'osais pas citer ni même évoquer par écrit. Cette réserve s'applique bien davantage à ce que j'entendis chuchoter ce soir-là dans la pièce obscure, au milieu des sauvages collines hantées. Je ne puis même pas suggérer l'ampleur des horreurs cosmiques révélées par cette voix rauque. Il avait déjà appris des choses hideuses, mais ce qu'il avait découvert depuis son pacte avec ceux du dehors était presque impossible à supporter pour la raison. Maintenant encore, je refuse absolument de croire ce qu'il donnait à entendre sur la nature de l'infini suprême, la juxtaposition de dimensions et l'effroyable position de notre monde connu d'espace et de temps dans la chaîne sans fin des atomes cosmiques solidaires qui composent le surcosmos immédiat de courbes, d'angles et d'organisations électroniques matérielles et semi-matérielles. Jamais un homme sain d'esprit ne s'était approché si dangereusement des arcanes de l'entité originelle. Jamais un cerveau organique n'avait frôlé de si près l'annihilation totale dans le chaos qui transcende la forme, la force et la symétrie. J'appris d'où vint Cthulhu, à l'origine, et pourquoi la moitié des grandes étoiles éphémères de l'histoire se sont embrasées brusquement. Je devinais par des allusions que mon informateur lui-même ne risquait qu'en hésitant le secret des nuages de Magellan et des nébuleuses sphériques, et la terrible vérité que cache l'immémoriale allégorie du Tao. La nature des Doel me fut clairement révélée, ainsi que l'essence, sinon l'origine, des chiens de Tyndalos. La légende de Yig, père des serpents, cessa d'être un symbole et je frémis d'horreur en entendant parler du monstrueux chaos nucléaire au-delà de l'espace biaisé que le Necronomicon voile charitablement sous le nom d'Azathoth. Il était bouleversant d'entendre les plus affreux cauchemars des mythes secrets exposés en termes concrets, dont l'horreur morbide dans sa nudité était bien pire que les allusions les plus audacieuses des mystiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge. J'en vins inéluctablement à conclure que les premiers qui rapportèrent ces contes maudits avaient dû s'entretenir avec Ackley, avec ceux du dehors, et visiter peut-être des univers extracosmiques, ainsi qu'ils se proposaient de le faire. On me parla de la pierre noire et de sa signification, et je fus bien aise de ne l'avoir jamais reçue. Les conjectures à propos de ces hiéroglyphes n'étaient que trop justes. Pourtant, Ackley semblait réconcilié avec l'infernale organisation qu'il venait de découvrir. Bien plus, il était impatient de sonder à fond l'abominable abîme. Je me demandais à quels êtres il avait eu affaire depuis sa dernière lettre, et si beaucoup d'entre eux étaient aussi humains que le premier émissaire dont il m'avait parlé.
Ma tension d'esprit devint insupportable et je me mis à bâtir de toutes sortes d'extravagantes théories au sujet de l'odeur étrange et des insidieuses vibrations qui persistaient dans la pièce obscurcie. La nuit tombait et me rappelant ce que Hackley m'avait raconté de ses nuits précédentes, je tremblais qu'il n'y eût pas de lune. Je n'aimais pas non plus que la ferme fût nichée au pied de la formidable pente boisée qui menait à la cime sauvage de la montagne noire. Avec la permission d'Hackley, j'allumai une petite lampe à pétrole et baissai la mèche et la posai un peu plus loin sur une bibliothèque, à côté du buste fantomatique de Milton. Mais je regrettais ensuite de l'avoir fait, car le visage tendu, immobile de mon hôte et ses mains inertes paraissaient cadavériques et inquiétants. On lui dit incapable de bouger, bien que je l'ai vu de temps à autre hocher la tête avec raideur. D'après ce qu'il m'avait dit, je ne voyais guère quel secret plus impénétrable y réservé pour le lendemain, mais il finit par m'expliquer que le sujet de l'entretien suivant serait son voyage à Yugot et au-delà, et l'éventualité de ma propre participation. Il dut s'amuser de mon sursaut d'horreur en m'entendant proposer de prendre part au voyage cosmique, car il secoua vivement la tête devant mon mouvement de frayeur. Mais il me parla très doucement des êtres humains qui avaient déjà, et plusieurs fois, accompli ce vol apparemment impossible à travers le vide interstellaire. Sans doute les corps humains complets ne pouvaient pas faire ce voyage, mais la prodigieuse habileté de ceux du dehors en chirurgie, en biologie, en chimie et en mécanique avait découvert un moyen de transporter les cerveaux humains selon la structure physique dont ils font partie. Il existait un procédé inoffensif pour extraire un cerveau et conserver vivant pendant son absence le résidu organique. La matière cérébrale mise à nu et resserrée était alors immergée dans un fluide renouvelé de temps en temps à l'intérieur d'un cylindre à l'épreuve de l'éther, fait d'un métal extrait des mines de Yugot. Il était relié à certaines électrodes qu'on pouvait à volonté brancher sur des appareils compliqués capables de reproduire les 3 facultés vitales de la vue, de l'ouïe et de la parole. Pour les fongoïdes ailés, c'était un jeu de transporter intacts à travers l'espace les cylindres de cerveau. Et sur chacune des planètes occupées par leur civilisation, on trouvait quantité d'appareils reproducteurs de facultés qu'il suffisait de brancher sur les cerveaux conservés. De sorte qu'après une petite mise au point, ces intelligences voyageuses pouvaient reprendre une authentique vie sensorielle et expressive, bien que mécanique et sans corps, à chaque étape de leur expédition, à travers le continuum espace-temps et au-delà. C'était aussi simple que d'emporter un enregistrement et de l'écouter partout où existait un phonographe de même type. Le succès ne faisait aucun doute. Hackley n'avait pas peur. N'avait-on pas réussi brillamment à maintes reprises ? Pour la première fois, l'une des mains inertes décharnées se leva pour décider avec difficulté une haute étagère à l'autre bout de la pièce. Là se trouvaient rangés en bon ordre plus de 12 cylindres d'un métal que je n'avais jamais vu, mesurant environ 1 pied de haut et un peu moins de diamètre, dont chacun portait en avant sur sa surface convexe 3 curieuses prises disposées en triangle isocèle. L'un d'eux était branché par 2 des prises et une paire de machines étranges placées derrière. Je n'ai pas besoin d'en demander la signification et je frissonnais comme pris de fièvre. Puis je vis la main désigner un coin plus proche où s'entassaient des machines compliquées munies de fils électriques et de fiches, dont plusieurs ressemblaient beaucoup aux 2 engins posés au fond de l'étagère à cylindres. Il y a là 4 sortes d'appareils, Wilmar. 4 sortes, chacune avec 3 facultés. Cela fait 12 éléments en tout. Voyez-vous, 4 types d'êtres différents sont représentés dans ces cylindres là-haut. 3 humains, 6 fongoïdes, qui ne peuvent traverser l'espace corporellement. 2 créatures de Neptune. Dieu, si vous pouviez voir quel corps elles ont sur leur planète. Et le reste sont des entités venues de cavernes intérieures d'une étoile ténébreuse particulièrement intéressante, au-delà de la galaxie. Dans l'avant-poste principal à l'intérieur de Round Hill, on trouve de temps en temps d'autres appareils et d'autres cylindres contenant des cerveaux extracosmiques pourvus de sens différents de ceux que nous connaissons, alliés ou explorateurs de l'extrême dehors et des machines spéciales conçues pour leur donner différents modes d'impression et d'expression qui à la fois leur conviennent et soient adaptés à leur compréhension des différents types d'auditeurs. Round Hill, comme la plupart des avant-postes de ceux du dehors à travers les différents univers, est un lieu très cosmopolite. Naturellement, on ne m'a pas prêté à titre expérimental que les spécimens les plus courants. Tenez, prenez les 3 machines que je vous indique et posez-les sur la table. Cette grande qui porte devant 2 lentilles, puis la boîte munie de tubes à vide et d'une caisse de résonance, et encore celle qui a un disque de métal sur le dessus. Prenez maintenant le cylindrique des B67. Montez sur cette chaise Windsor pour atteindre l'étagère. C'est lourd, qu'importe.
Assurez-vous que c'est bien le B-67. Ne touchez pas à ce cylindre neuf et brillant relié aux deux appareils d'essai, celui qui porte mon nom. Posez le B-67 sur la table près des machines et vérifiez que l'aiguille sur leurs 3 cadrans est bloquée à l'extrême gauche. Maintenant, branchez le fil de la machine aux lentilles sur la prise supérieure du cylindre. Branchez la machine au tube sur la prise en bas à gauche et l'appareil à disque sur la prise de droite. Alors, déplacez toutes les aiguilles des machines à l'extrême droite des cadrans. D'abord celle des lentilles, puis celle du disque, enfin celle des tubes. Parfait. Pour aussi bien vous dire que voilà un être humain, exactement comme vous et moi. Je vous en ferai entendre d'autres demain. Je me demande encore pourquoi j'obéissais si aveuglément à ces chuchotements, et si je croyais Hackley fou ou saint d'esprit. Après ce qui s'était passé, j'aurais dû m'attendre à tout, mais cette mômerie mécanique ressemblait tellement aux divagations typiques des inventeurs et des savants fous qu'elle éveillait un nouveau doute que le discours précédent n'avait pas suscité. Ce que laissait entendre le chuchoteur passait toute croyance humaine. Le reste pourtant n'allait-il pas plus loin encore, et n'était-il moins ridicule qu'en raison de la distance qui excluait toute preuve tangible? Tandis que mon esprit vacillait au milieu de ce chaos, j'ai perçu, venant des 3 machines à présent reliées au cylindre, un mélange de grincements et de ronronnements, qui bientôt fit place à un silence presque total. Qu'allait-il se passer? Allais-je entendre une voix? Et si oui, quelle preuve aurais-je qu'il ne s'agissait pas de quelque ingénieux dispositif radiophonique qui transmettait la voix d'un observateur caché mais tout proche? Actuellement même, je ne saurais dire au juste ce que j'entendis, ou quel phénomène se produisit devant moi, mais assurément il arriva quelque chose. En un mot, la machine au tube et la caisse de résonance se mit à parler, avec tant d'à-propos et d'intelligence qu'on ne pouvait douter de la présence réelle de quelqu'un qui nous regardait. La voix était forte, métallique, sans vie, et manifestement mécanique dans tous les détails de sa production, incapable d'inflexion de nuances. Elle grattait et crépitait avec une mesure et une précipitation implacables. « Monsieur Wilmart, j'espère que je ne vous effraie pas. Je suis un être humain comme vous, bien que mon corps repose à présent sain et sauf, sous traitement vitalisant à l'intérieur de Round Hill, à 1 mille et demi d'ici. Moi-même, je suis ici avec vous. Mon cerveau est dans ce cylindre et je vois, entends et parle grâce à des vibreurs électroniques. Dans une semaine, je vais franchir le vide comme je l'ai déjà fait bien souvent, et j'espère avoir le plaisir d'être en compagnie de Monsieur Hackley. Je serai heureux que vous veniez aussi, car je vous connais de vue et de réputation, et j'ai suivi de très près votre correspondance avec notre ami. Je suis naturellement l'un des hommes qui ont conclu une alliance avec nos visiteurs de l'espace du dehors. Je les ai rencontrés pour la première fois dans l'Himalaya, et je les ai aidés de diverses manières. En retour, ils m'ont fait vivre des expériences que peu d'humains n'ont jamais connues. Comprenez-vous ce que cela signifie si je vous dis que j'ai visité 37 corps célestes différents, planètes, étoiles obscures ou invisibles et objets indéfinissables, dont 8 au-delà de notre galaxie et 2 en dehors du cosmos courbe de l'espace et du temps. Tout cela sans subir le moindre mal. Mon cerveau a été séparé de mon corps au moyen de scissions tellement subtiles qu'il serait grossièrement sommaire de parler d'opérations chirurgicales. Nos visiteurs ont des méthodes qui rendent ces extractions simples et presque normales, et le corps ne vieillit jamais tant que le cerveau est à l'extérieur. J'ajoute que ce cerveau est pratiquement immortel avec l'assistance de ses facultés mécaniques et un raisonnable entretien par le renouvellement régulier du fluide qui assure sa conservation. Enfin, je souhaite de tout cœur que vous décidiez de nous accompagner, Monsieur Hackley et moi. Les visiteurs désirent vivement connaître des hommes de science tels que vous et leur montrer les grands abîmes dont la plupart d'entre nous n'ont pu que rêver dans les fantasmes de l'ignorance. Leur rencontre peut d'abord paraître étrange, mais je sais que vous ne vous arrêterez pas à cela. Je crois que Monsieur Noyes doit venir aussi. C'est lui qui vous a sans doute amené ici dans sa voiture. Il est des nôtres depuis des années. Je suppose que vous avez reconnu sa voix dans l'enregistrement que vous avez envoyé Monsieur Hackley. Devant mon violent sursaut, la voix s'arrêta un instant, puis elle conclut. Voilà, Monsieur Wilmart. Je vous laisse le soin de décider. J'ajoute seulement qu'un homme aussi épris que vous d'étrangeté et de folklore ne devrait pas manquer une occasion pareille. Il n'y a rien à craindre. Toutes les transitions sont indolores et les sensations entièrement mécanisées créent un état très agréable.
Une fois les électrodes mises hors circuit, on s'endort simplement d'un sommeil peuplé de rêves exceptionnellement colorés et fantastiques. À présent, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrions remettre la suite à demain. Bonne nuit. Replacez toutes les aiguilles à gauche, dans n'importe quel ordre, pourvu que la machine aux lentilles soit la dernière. Bonne nuit, monsieur Hackley. Occupez-vous bien de votre hôte. Vous êtes prêt à tout éteindre? Ce fut tout. J'obéis machinalement et bloquai les 3 aiguilles, ahuri comme j'étais, ne pouvant croire ce qui s'était passé. La tête me tournait encore quand j'entendis la voix chuchotante d'Hackley me dire que je pouvais laisser tous les appareils sur la table tels qu'ils étaient. Il ne tenta aucun commentaire de ce qui était arrivé, et en fait aucun commentaire n'aurait eu grand sens pour mon esprit accablé. Je l'entendis me dire encore que je pouvais emporter la lampe dans ma chambre et j'en conclus qu'il souhaitait se reposer seul dans le noir. Il en avait sûrement besoin car ses discours de l'après-midi et du soir auraient suffi à épuiser un homme vigoureux. Toujours stupéfait, je souhaitais bonne nuit à mon hôte et montai l'escalier, la lampe à la main, alors que j'avais sur moi une excellente torche électrique. Je me félicitais d'avoir quitté le bureau du rez-de-chaussée avec son étrange odeur et ce vague sentiment de vibration, et je ne pouvais échapper bien sûr à une atroce impression de crainte, de danger et de monstruosité cosmique en songeant au lieu où j'étais et aux forces que j'affrontais. La région sauvage et solitaire, la pente couverte de sombres bois mystérieux qui se dressaient si proches derrière la maison, les traces de pas sur la route, le malade immobile qui chuchotait dans les ténèbres, les machines et les cylindres infernaux, et plus que tout, l'invitation à quelques surprenantes chirurgies et à des voyages plus surprenants encore. Tout cela, si nouveau et si précipité, m'assaillait avec une violence décuplée qui sapait ma volonté et menaçait même ma résistance physique. Découvrir que mon guide, Noyes, était l'officiant humain enregistré dans cet abominable rite sabbatique venu du passé, m'avait particulièrement bouleversé, bien que j'ai perçu dans sa voix une confuse et répugnante familiarité. Je n'étais pas moins troublé de ma propre attitude envers mon hôte, pour peu que je m'attarde à l'analyser, tandis que j'avais d'instinct beaucoup sympathisé avec Hackley par correspondance. Il fallait avouer qu'il m'inspirait à présent une véritable répulsion. Au lieu d'exciter ma pitié, sa maladie me faisait frémir. Il était tellement rigide, inerte, cadavérique. Cet incessant chuchotement semblait si détestable et inhumain. Il me vint à l'esprit que ce chuchotement ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà entendu, malgré l'étonnante immobilité des lèvres dissimulées sous la moustache. Il avait une force et une portée remarquables pour un souffle d'asthmatique. Je le comprenais alors même qu'il était à l'autre extrémité de la pièce, et il m'avait semblé, une fois ou deux, que ces sons atténués mais pénétrants étaient moins faibles par nature que délibérément retenus, pour une raison qui m'échappait. Dès le début, son timbre paraissait inquiétant. Maintenant, à la réflexion, je crus retrouver là cette espèce d'inconsciente familiarité qui rendait la voix de Noyes si obscurément dangereuse, mais je n'aurais su dire quand ni où j'avais connu ce qu'elle me rappelait. Une chose était certaine, je ne passerais pas là une nuit de plus. Mon ardeur scientifique s'était évanouie dans la peur et le dégoût. Je n'avais plus qu'une envie, fuir. Fuir ce piège morbide et ces révélations monstrueuses. J'en savais assez. Il se peut en effet qu'il existe de ces étranges relations cosmiques, mais les êtres humains normaux ne doivent certainement pas s'en mêler. Je me sentais entouré d'influences impies qui assiégeaient mes sens au point de m'en étouffer. Dormir, me dis-je, serait hors de question. J'éteignis donc la lampe et me jetai tout habillé sur le lit. Sans doute était-ce absurde, mais j'étais prêt à je ne sais quelle éventualité. Serrant dans la main droite le revolver que j'avais apporté et dans la gauche ma torche électrique, aucun bruit ne montait du rez-de-chaussée, où j'imaginais mon hôte assis dans les ténèbres, figé par la raideur cadavérique. Une horloge tinta quelque part et ce son normal m'emplit d'une vague de gratitude. Il me rappela néanmoins une autre particularité inquiétante des lieux, l'absence totale de vie animale. Il n'y avait sûrement pas de bêtes à la ferme et je m'aperçus que les bruits nocturnes habituels de la faune sauvage manquaient, eux aussi. À part le sinistre ruissellement de lointaines eaux invisibles, régnait un silence insolite, interplanétaire, et je me demandais quel insaisissable fléau engendré par une étoile planait sur la région. Je me rappelais les vieilles légendes selon lesquelles les chiens et les autres animaux ont toujours détesté ceux du dehors, et je songeais à ce que je pouvais signifier ces empreintes sur la route. Ne me demandez pas combien de temps je m'abandonnais au sommeil sans m'en apercevoir, et si la suite ne fut qu'un rêve.
Si je vous dis que je m'éveillais à un instant précis et que j'entendis et vis certaines choses, vous me répondrez simplement que je dormais toujours, et que tout ne fut qu'un rêve jusqu'au moment où je me précipitai hors de la maison, gagnai en trébuchant le hangar où j'avais vu la vieille Ford, et m'emparai de cet antique véhicule pour une course folle à l'aveuglette à travers les collines hantées qui m'amena enfin, après des heures de chaos et de tournant dans un labyrinthe sous la menace des forêts, à un village qui se trouva être Townshend. Naturellement, vous ne tiendrez aucun compte non plus de tout le reste. Les photographies, enregistrements, machines, cylindres et autres preuves étaient autant de supercheries préparées à mon intention par Henry Ackley, le disparu. Vous insignerez même qu'il conspira avec d'autres excentriques pour élaborer une blague idiote et compliquée. Il fit enlever lui-même à Keane le colis exprès et enregistrer par Noyes cet effroyable document. Il est pourtant bizarre que Noyes n'ait jamais été identifié, qu'il fût inconnu de tous les villages voisins de la ferme Ackley, bien qu'il dût fréquenter la région. Je regrette de ne pas avoir retenu le numéro de sa voiture, ou peut-être vaut-il mieux que je ne l'ai pas fait. Car malgré tout ce que vous pourrez dire, et tout ce que j'essaie parfois de me dire à moi-même, je sais que des forces hideuses venues d'ailleurs rôdent dans les collines explorées, et qu'elles ont des espions et des émissaires dans le monde des humains. Me garder le plus loin possible des uns et des autres, c'est tout ce que je demande désormais à la vie. Quant à la suite de mon récit affolé, les envoyés du shérif arrivèrent à la ferme. Ackley avait disparu sans laisser de traces. Sa large robe de chambre, son écharpe jaune, ses bandages gisaient près de son fauteuil sur le plancher du bureau, où l'on ne put établir si d'autres de ses vêtements étaient partis ou non avec lui. Il n'y avait effectivement ni chien ni animaux domestiques quelconques, mais de singulières traces de balles à l'extérieur de la maison et sur certains des murs intérieurs. À part cela, on ne découvrit rien d'anormal. Pas de cylindre, ni de machine, aucun des documents que j'avais apportés dans ma valise. Pas d'odeur étrange ni de vibration, pas d'empreinte sur la route, et aucun des objets douteux que j'avais aperçus tout à la fin. Je demeurai une semaine à Brattleboro après ma fuite et menai une enquête parmi les gens de toutes sortes qui avaient connu Ackley. Le résultat m'a convaincu que cette affaire ne relève ni du rêve ni de la supercherie. Tout le monde était au courant des surprenants achats d'Ackley en chiens, munitions, produits chimiques et de coupures de sa ligne téléphonique. Ceux qui le connaissaient bien, y compris son fils en Californie, admettaient que parfois ses réflexions sur ses recherches ésotériques ne manquaient pas d'intérêt. Les citadins sérieux le prenaient pour fou et jugeaient sans hésiter que toutes les preuves annoncées n'étaient que des mystifications, conçues avec une astuce de dément, et peut-être la complicité d'originaux du même genre. Mais les paysans les plus modestes confirmaient ces déclarations dans les moindres détails. Il avait montré à certains ses photographies et la pierre noire, leur avait fait entendre l'abominable enregistrement et tous disaient que les empreintes de pas et les voix bourdonnantes étaient telles que les décrivaient les légendes ancestrales. Il disait aussi que l'on voyait et entendait de plus en plus de choses suspectes autour de chez Ackley depuis qu'il avait trouvé la bière noire et que tout le monde à présent évitait la ferme, sauf le facteur et d'autres esprits forts à l'occasion. La Montagne Noire et Round Hill avaient toutes deux la réputation de lui hanter et je ne pus trouver personne qui les ait jamais observés de près. L'histoire de la région faisait bien état de temps à autre de disparitions parmi les indigènes, entre autres, tout récemment, ce Walter Brown, semi-clochard, cité dans les lettres d'Ackley. Je rencontrai même un fermier qui croyait avoir aperçu lui-même l'un des corps bizarres dans la West River, en crue, au temps de l'inondation. Mais son récit était trop confus pour être vraiment pris au sérieux. En quittant Brattleboro, je résolus de ne jamais revenir dans le Vermont, et je suis bien certain de m'en tenir à cette décision. Ces collines sauvages sont sûrement l'avant-poste d'une effroyable race cosmique, et j'en doute moins encore depuis que j'ai lu qu'une 9e planète avait été découverte au-delà de Neptune, exactement comme les visiteurs du dehors avaient prédit qu'elle le serait. Les astronomes avec un terrible à-propos, dont ils ne se doutèrent guère, ont appelé cette horreur Pluton. J'ai la conviction profonde qu'elle n'est autre que le ténébreux Yugot, et je tremble en me demandant pourquoi, pour quelle raison véritable, ces abominables occupants veulent la faire connaître de cette façon et en ce moment précis. J'essaye en vain de me persuader que ces créatures démoniaques ne vont pas en arriver progressivement à une nouvelle politique néfaste à la Terre et ses habitants normaux. Mais j'ai encore à raconter la fin de cette terrible nuit dans la ferme. Ainsi que je l'ai dit, je m'abandonnai finalement à un sommeil agité, sommeil plein de bribes de rêves où passaient des aperçus de paysages monstrueux. J'ignore toujours ce qui m'éveilla, mais je suis certain de m'être éveillé à ce moment-là.
première impression confuse fut celle d'un fugitif craquement de parquet dans le couloir devant ma porte et d'un tâtonnement sourd et maladroit autour du loquet. Cela, toutefois, cessa presque aussitôt, si bien que mes perceptions, vraiment claires, commencèrent avec les voix que j'entendis au-dessous, venant du bureau. Il semblait y avoir plusieurs interlocuteurs, certainement engagés dans une vive discussion. Après avoir écouté pendant quelques secondes, j'étais tout à fait éveillé, car ces voix étaient de nature à rendre dérisoire l'idée même de sommeil. Les timbres en étaient singulièrement divers, et pour qui connaissait véritablement le détestable enregistrement, il ne pouvait y avoir aucun doute sur au moins 2 d'entre elles. Si repoussante que parut cette idée, je ne savais sur le même poids que des êtres sans nom de l'insondable espace, car ces 2 voix étaient indubitablement les bourdonnements impies dont usaient ceux du dehors pour communiquer avec les hommes. Elles étaient individuellement différentes par le ton, l'accent, le rythme, mais toutes 2 appartenaient à la même espèce maudite. Une 3e voix venait évidemment d'une machine parlante branchée sur l'un des cerveaux isolés dans les cylindres. On ne pouvait s'y tromper davantage que sur les bourdonnements. Elle était inoubliable, cette voix forte, métallique, sans vie, de la veille au soir qui grattait et crépitait, dépourvue d'inflexion et de nuances, avec sa lenteur et sa précision. L'espace d'un instant, je ne doutais pas que derrière le grattement, l'intelligence fût la même qui m'avait parlé auparavant, et je réfléchis bientôt que n'importe quel cerveau émettrait des sons, mais de même timbre, s'il était branché sur la même machine parlante. Il ne pouvait y avoir de différence que dans le langage, le rythme, le débit et la prononciation. 2 autres voix, humaines celles-là, complétaient le mystérieux colloque. L'une au parler fruste d'un inconnu manifestement paysan, et l'autre au suave accent bostonien de mon premier guide, Noyes. Tout en m'efforçant de distinguer les mots que le plancher épais interceptait de façon déconcertante, je percevais aussi dans le bureau en bas beaucoup d'agitation, de grincements et de traînements de pieds. Je ne pouvais m'empêcher de l'imaginer plein d'êtres vivants, bien plus nombreux que ceux dont je pouvais distinguer les paroles. La nature exacte de cette agitation est extrêmement difficile à décrire, faute d'éléments suffisants de comparaison. On eût dit que des objets se déplaçaient de temps en temps à travers la pièce comme des entités conscientes. Le bruit de leurs pas ressemblait au claquement qu'une chose lâche à la surface dure, comme le contact mal assuré de surfaces de corne ou de caoutchouc vulcanisé. C'était pour recourir à une image plus concrète mais moins exacte, comme si des gens chaussés de sabots trop larges marchaient lourdement et traînaient les pieds sur le parquet ciré. Quant à la nature et à l'apparence des responsables de ces bruits, je préférais ne pas y penser. Je ne tardais pas à comprendre qu'il serait impossible de saisir des phrases cohérentes. Des mots isolés, y compris le nom d'Ackley et le mien, émergeaient ici et là, surtout ceux que prononçait la machine parlante. Mais leur sens véritable m'échappait faute d'un contexte suivi. Aujourd'hui encore, je me refuse à en tirer une déduction précise. Et d'ailleurs, le terrible effet qu'ils produisirent sur moi fut celui d'une suggestion plutôt que d'une révélation. J'étais sûr qu'un conclave terrible et scandaleux se tenait au-dessous de moi, mais je n'aurais su dire pour quelle odieuse délibération. Je me sentais curieusement envahi d'une présence maligne et sacrilège, en dépit des assertions d'Ackley sur la bienveillance de ceux du dehors. À force de tendre l'oreille, je commençais à distinguer nettement les différentes voix, sans pourtant saisir grand-chose de ce qu'elles disaient. Je crus deviner certaines émotions caractéristiques chez l'un ou l'autre des intervenants. L'une des voix bourdonnantes, par exemple, avait manifestement un ton d'autorité, tandis que la voix mécanique, malgré sa force et sa régularité artificielle, trahissait une position de subornation et d'intercession. Les intonations de Noyes dégageaient une sorte d'ambiance conciliatrice. Les autres ne se prêtaient à aucune interprétation. Je n'entendis pas le chuchotement familier d'Ackley, mais je savais bien qu'il n'aurait pu traverser le solide plancher de ma chambre. Je vais essayer de noter quelques-uns des mots et autres sons que je pus saisir, en indiquant le mieux possible leurs origines. Ce fut d'abord de la machine parlante que je réussis à recueillir quelques expressions reconnaissables. Je l'ai provoqué moi-même, renvoyé les lettres et l'enregistrement. N'en parle plus. Dupé. Vu et entendu. Diable vous emporte. Force impersonnelle. Après tout. Cylindre neuf. Luisant. Grand Dieu. Temps d'y mettre fin. Petit et humain. Ackley. Cerveau a dit. Nyarlathotep. Wilmar. Enregistrement et lettres. Basse imposture.
inoffensif, en paix. 2 semaines, mise en scène, vous l'avez déjà dit. Pas de raison. Projet primitif. Conséquence. Noyeuse peut surveiller. Round Hill. Cylindre 9. Voiture de Noyeuse. Ma foi, entièrement à vous. Ici, reposez. Maison. Voilà l'essentiel de ce que surprit mon oreille tandis que je restais figé sur le lit inconnu au premier étage de la ferme hantée parmi les collines démoniaques. Couché là, tout habillé, un revolver serré dans ma main droite et la gauche crispée sur une torche électrique. Comme je l'ai dit, j'étais bien réveillé, mais une espèce de vague paralysie me contraignait à l'immobilité longtemps après que se furent éteints les derniers échos de tous ces bruits. J'entendais quelque part en bas le tic-tac régulier et sans âme de la vieille horloge du Connecticut, et je finis par distinguer le ronflement discontinu d'un dormeur. Ackley avait dû s'endormir après l'étrange séance, et je n'étais pas surpris qu'il en eût besoin. Je savais que penser ni que faire. Au fond, qu'avais-je entendu? À quoi je ne puisse m'attendre après tout ce qu'on m'avait appris? Ignorais-je que les étrangers sans nom entraient désormais librement à la ferme? Ackley ne pouvait s'étonner de leur visite inattendue. Quelque chose pourtant dans ses propos décousus m'avait glacé jusqu'aux moelles, suscitant les soupçons les plus atroces et les plus grotesques. Et je souhaitais ardemment ouvrir enfin les yeux pour constater que tout cela n'était qu'un rêve. Mon subconscient avait dû discerner je ne sais quoi qui échappait à ma conscience. Mais Ackley alors? N'était-il pas mon ami et n'aurait-il pas protesté si on avait voulu me nuire? Le paisible ronflement en bas rendait ridicules mes craintes soudain grandissantes. Se pouvait-il qu'il eût été dupe et utilisé comme un appât pour m'attirer dans les collines et les lettres, les photos et les enregistrements du phonographe? Ces monstres avaient-ils l'intention de nous engloutir tous deux dans une commune destruction parce que nous avions fini par en savoir trop? Je repensais au brusque et invraisemblable changement de situation qui devait s'être produit dans les 2 dernières lettres d'Ackley. Mon instinct me disait que c'était terriblement louche. Les apparences étaient trompeuses. Ce café âcre que j'avais laissé n'avait-il pas été drogué par quelque entité inconnue et cachée? Il fallait que je parle immédiatement à Ackley pour le ramener à plus de mesure. Ils l'avaient hypnotisé avec leurs promesses de révélation cosmique, mais il était temps d'écouter la raison. Nous devions nous tirer de là avant qu'il ne soit trop tard. Si la volonté lui manquait pour prendre la fuite, je l'aiderais, ou si je ne pouvais le décider, du moins je partirais seul. Il me prêterait sûrement sa Ford, que je laisserais dans un garage. Je l'avais remarqué dans le hangar, dont la porte restait grande ouverte dès lors que le danger semblait écarté, et je pensais avoir des chances de la trouver en état de marche. L'antipathie passagère que j'avais ressentie pour Ackley pendant et après notre conversation du soir était entièrement dissipée. Sa situation valait la mienne, et nous devions nous soutenir. Connaissant ses ennuis de santé, je répugnais à le réveiller à cette heure, mais nous n'avions pas le choix. Dans l'état actuel des choses, il n'était pas question de rester à la ferme jusqu'au matin. Je retrouvais enfin mes moyens et m'étirai vigoureusement pour reprendre le contrôle de mes muscles. M'étant levé avec une prudence plus spontanée que réfléchie, je retrouvai mon chapeau, le mis, saisis ma valise et commençai à descendre en m'aidant de la torche électrique. Dans ma nervosité, je l'avais prise de la main gauche en même temps que la valise tandis que je gardais le revolver serré dans ma main droite. Je me demande bien pourquoi je prenais autant de précautions puisque j'allais justement réveiller le seul autre occupant de la maison. J'avais descendu à moitié sur la pointe des pieds les marches grinçantes quand j'entendis plus nettement le dormeur et constatai qu'il devait se trouver dans la pièce à ma gauche, le salon où je n'étais pas entré. Sur ma droite bâillaient les ténèbres du bureau où j'avais entendu les voix. Poussant la porte non fermée du salon, je dirigeai la lumière de ma torche vers la source du ronflement et enfin sur le visage du dormeur. Mais je la détournai à la seconde et me retirai à pas de loup dans le couloir, ma prudence cette fois venant de la raison autant que de l'instinct. Car ce n'était pas du tout Ackley qui dormait sur le canapé, mais mon ancien guide, Noyes. Quelle était au juste la situation, je n'en savais rien, mais le bon sens me conseillait de m'informer le plus possible avant d'éveiller qui que ce soit. Regagnant le couloir, je refermai silencieusement au loquet la porte du salon pour diminuer les risques d'alerter Noyes. J'entrai alors doucement dans le bureau obscur où je comptais trouver Ackley, dormant ou veillant dans le grand fauteuil qui était évidemment son lieu de repos favori.
Tandis que j'avançais, le faisceau de ma lampe tomba sur la grande table centrale éclairant l'un des cylindres infernaux branchés sur des machines à voir et à entendre, non loin d'une machine parlante. Ce devait être, me dis-je, le cerveau enfermé que j'avais entendu parler pendant l'effroyable réunion. J'eus un instant le désir pervers de brancher la machine parlante pour écouter ce qu'elle dirait. Même ainsi, ce cerveau, je pense, dut être conscient de ma présence, puisque les appareils de la vue et de l'ouïe ne pouvaient manquer de discerner les rayons de la lampe et le faible grincement du parquet sous mes pas. Mais finalement, je n'osais pas y toucher. Je vis en passant que c'était le cylindre neuf et luisant qui portait le nom d'Ackley, celui que j'avais remarqué sur l'étagère au début de la soirée et que mon hôte m'avait prié de ne pas déranger. En évoquant cet instant, je ne peux que regretter ma timidité et souhaiter d'avoir hardiment donné la parole à la machine. Dieu sait quel mystère, quel affreux soupçon, quelle douteuse identité elle aurait pu m'éclaircir. Mais quoi? C'est peut-être une chance que je ne l'ai pas fait. De la table, je déplaçai la lumière de la torche vers le coin où devait être Ackley, et je fus déconcerté de trouver le grand fauteuil vide de tout occupant humain, éveillé ou endormi. La vieille robe de chambre familière s'étalait largement du siège jusque sur le parquet, et près d'elle gisait l'écharpe jaune avec les énormes bandages que j'avais trouvés si bizarres. Comme j'hésitais, me demandant où Ackley pouvait être et pourquoi il avait abandonné si soudainement sa tenue d'infirmerie, j'observai qu'il n'y avait plus dans la pièce ni odeur suspecte ni trace de vibration. Quelle avait pu en être la cause? Curieusement, il me vint à l'esprit que je ne les avais ressenties qu'auprès d'Ackley. Elles étaient plus fortes là où il était assis et tout à fait absentes ailleurs que dans la pièce qu'il occupait ou immédiatement derrière ses portes. Je m'arrêtai un moment à promener le faisceau lumineux autour du bureau obscur, me creusant la tête pour tâcher d'expliquer la tournure que les choses avaient prise. Plût au ciel que j'ai silencieusement quitté la pièce avant de laisser la lumière se poser de nouveau sur le fauteuil vide. En l'occurrence, je ne la quittai pas sans bruit, mais avec un cri étouffé qui dut déranger, bien qu'il ne le réveillât pas tout à fait la sentinelle endormie de l'autre côté du couloir. Ce cri et le ronflement encore ininterrompu de Noyes sont les derniers sons que j'entendis dans cette ferme bourrée de miasmes, sous la crête d'une montagne hantée couverte de noires forêts, ce repère d'horreur transcosmique parmi les vertes collines solitaires et les murmures sinistres des ruisseaux, une campagne de fantômes. C'est un miracle que dans ma retraite éperdue, je n'ai pas lâché la torche électrique, valise et revolver. Toujours est-il que je ne perdis rien. Je réussis en fait à m'échapper de cette pièce et de cette maison sans plus faire aucun bruit, à me traîner sans dommage, moi et mon bagage jusqu'à la vieille Ford dans le hangar, et à mettre en marche l'archaïque véhicule en direction d'un refuge inconnu. Le parcours qui suivit fut une divagation digne de Poe, de Rimbaud ou des dessins de Doré, et je finis par rejoindre Townshend. C'est tout. Si j'ai gardé mon équilibre mental, c'est pure chance. Je crains parfois ce que nous réservent les années, surtout depuis qu'on a si étrangement découvert Pluton, la nouvelle planète. Ainsi que je l'ai laissé entendre après l'avoir promené tout autour de la pièce, je ramenai ma torche électrique sur le fauteuil vide. C'est alors que je remarquai pour la première fois, sur le siège, certains objets qui étaient passés inaperçus dans les larges plis de la robe de chambre abandonnée. Ces objets étaient au nombre de 3. Les enquêteurs ne les trouvèrent pas quand ils vinrent par la suite. Je vous l'ai dit dès le début, on ne voyait en eux aucune horreur véritable. Tout était dans les conclusions qu'ils suggéraient. J'ai encore aujourd'hui des moments de doute où je rejoindrai presque le scepticisme de ceux qui attribuent toute mon aventure aux rêves, aux nerfs et aux hallucinations. Ces 3 objets étaient dans leur genre d'une facture diablement habile et pourvus d'ingénieuses agrafes métalliques destinées à les fixer à des structures organiques au sujet desquelles je n'osais formuler aucune hypothèse. J'espère très sincèrement, malgré ce que me soufflent mes craintes profondes, que c'était l'œuvre d'un maître dans l'art de la cire. Grand Dieu, ce chuchoteur dans les ténèbres, son odeur morbide et ses vibrations. Sorcier, émissaire, transfuge, étranger venu d'ailleurs, ce hideux bourdonnement réprimé. Et pendant tout ce temps dans un cylindre neuf luisant sur l'étagère, pauvre diable, une prodigieuse habileté en chirurgie, en biologie, en chimie et en mécanique. Car ce qu'il y avait sur le fauteuil, parfaite imitation jusqu'au dernier détail d'une subtile ressemblance microscopique, ou en réalité, c'étaient les visages et les mains d'Henry Wentworth Ackley.